Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de mécanique de Newton en opposition à la mécanique quantique, bien sûr, qui permet encore la mécanique de Newton du XVIIe siècle d'expliquer beaucoup de situations concrètes à l'aide du modèle des forces pour expliquer les mouvements, les trajectoires, etc. Alors, on va commencer avec la notion de système et de référence. Tout d'abord, une petite situation concrète sur la relativité du mouvement. Donc, par exemple, nous avons une personne qui est dans un ascenseur et qui monte, évidemment, et une personne qui est en dehors de l'ascenseur. Les deux personnes ne ressentent pas la même chose parce que les références sont différentes. La personne de l'ascenseur est immobile, mais par rapport à l'ascenseur et pas par rapport au sol, alors que la personne qui est au sol est fixe par rapport au sol et voit la personne monter dans l'ascenseur. On appelle cette propriété la propriété de la relativité du mouvement ou des mouvements. Alors, à partir du moment où on veut étudier une situation concrète en mécanique, on parle de système, c'est la première chose à définir. Le système, c'est l'objet qui bouge dont on étudie le mouvement. Un exemple, une balle qu'on lance ou encore un avion qui vole. Voilà des exemples de système. Il faut toujours le. Ensuite, le référentiel, un petit peu plus subtil. Le référentiel est l'objet qui est pris comme référence par rapport auquel on va étudier le mouvement du système. Il en existe évidemment des référentiels qu'il faut connaître et qui sont très importants. Alors par exemple, si on étudie le mouvement d'un train, on peut prendre comme système une vache qui regarde le train passer ou quelqu'un qui est fixe par rapport à la Terre et qui regarde le train passer. Dans ce cas-là, on parle de référentiel terrestre. Il est très utilisé évidemment dès qu'on étudie des mouvements sur Terre. Ensuite, si on étudie le mouvement d'un satellite autour de la Terre, que ce soit un satellite naturel ou artificiel, on va prendre le référentiel qu'on appelle géocentrique, qui est centré sur la Terre, donc au niveau du centre de la Terre, et trois axes dirigés, l'axe des pôles, puis deux étoiles fixes. Ensuite, si on veut étudier le mouvement d'une planète du système solaire autour du Soleil, comme le mouvement de la Terre par exemple autour du Soleil, on prendra le référentiel héliocentrique centré sur le centre du Soleil. Une fois qu'on a défini le système et le référentiel, alors la relativité du mouvement, on reprend la situation de tout à l'heure. Le choix du référentiel est vraiment très important puisque dans notre situation concrète, si on prend comme référentiel la Terre, la personne qui est en dehors de l'ascenseur est fixe alors que la personne qui est dans l'ascenseur est en mouvement. Alors que si je prends comme référentiel l'ascenseur, bah évidemment dans l'ascenseur, la personne qui est dans l'ascenseur est fixe alors que la personne qui est en dehors de l'ascenseur n'est pas fixe. On la voit, on la verrait bouger. Okay, donc l'influence, enfin le choix du référentiel est très important et dire qu'est-ce qu'on prend comme référentiel est très important. Alors un exemple pour la relativité du mouvement, on a un bus. Dans ce bus, on a des personnes. Alors, il y en a une qui est assise, c'est Alfred qui est assise dans le bus. Ensuite, on a Bérénice qui marche vers l'arrière du bus, le point B ici, et Cassandre qui est qui est immobile sur la route. Et nous avons Bérénice qui marche dans le bus pour tout le temps être à hauteur de Cassandre qui, elle, est fixe par rapport au sol. Alors attention, ici, dans le référentiel terrestre, Cassandre, qui est immobile par rapport à la route, est fixe dans ce référentiel. Par contre, Alfred, lui, est en mouvement puisqu'il est fixe par rapport au bus, mais bouge par rapport à Cassandre. Dans le référentiel lié au bus, Cassandre, elle, sera en mouvement, c'est-à-dire qu'Alfred, qui est fixe par rapport au bus, donc immobile dans ce référentiel-là, la verra dehors comme si elle bougeait. Donc du coup, attention ici, le choix du référentiel, que ce soit le terrestre ou le référentiel bus, lié au bus, les mouvements ne sont évidemment pas les mêmes. Donc attention, il faudra toujours préciser le système d'étude et le référentiel. Alors, autre petit rappel très important, la notion de trajectoire et de mouvement. Alors, au niveau de la trajectoire, on peut l'étudier en faisant une chronophotographie ou utiliser un logiciel de pointage. Alors voici une chronophotographie, par exemple un skieur, donc voilà les différentes positions au cours du temps, donc sous forme de photo. Ou un logiciel de pointage. Ici, on a une personne sur un vélo qui va lâcher une balle et on peut pointer image par image pour avoir les positions de la balle, du vélo, etc. Alors, dans le cas du vélo ici, par exemple, vous avez la trajectoire de la balle en rouge dans le référentiel lié à la caméra, ça veut dire quelqu'un qui filme et qui est fixe par rapport à la Terre. Et vous avez en vert, toujours par rapport à ce référentiel, la trajectoire du phare du vélo. Donc voilà ce qu'on obtient. Alors, la trajectoire, sa définition, c'est l'ensemble des positions successives que le système occupe, ou que le point, si le système est pris comme un point, que le point occupe au cours de son mouvement.
donc les différentes positions. Et on indique souvent par une flèche sur cette trajectoire, une fois qu'on l'a représentée, le sens du mouvement, donc avec une petite flèche comme ça pour savoir ce qui se passe. Ensuite, pour décrire un mouvement, donc une fois qu'on sait à quoi ressemble la trajectoire, il faut préciser 2 adjectifs qualificatifs. Alors d'abord un adjectif qui qualifie la trajectoire. Et donc par exemple, si on a une droite pour la trajectoire, on dira que le mouvement est rectiligne. Si on a comme trajectoire une parabole, on dira que le mouvement est parabolique. Et le deuxième adjectif qui va décrire la vitesse. Est-ce que la vitesse augmente? Est-ce que la vitesse diminue au cours du temps? Est-ce que la vitesse ne varie pas au cours du temps? Donc si la vitesse augmente par exemple, on parlera de mouvement accéléré. Donc du coup, un mouvement est toujours décrit par 2 adjectifs. Exemple, mouvement rectiligne, uniforme. Ce serait un mouvement où la trajectoire est une droite et où la vitesse est uniforme, ne change pas au cours du temps. Donc un exemple ici, la trajectoire du centre d'une roue de voiture, par exemple. Alors on voit que la trajectoire est une droite et que les différentes distances entre les points sont identiques. Donc ça veut dire que la roue de la voiture ici parcourt la même distance en même temps. Donc du coup la vitesse sera constante. Donc on parle de mouvement rectiligne uniforme. Autre exemple, ici la trajectoire du centre d'une balle qu'on lance et qui finit par retomber. On voit que la trajectoire est une parabole, donc parabolique. Et on voit ici que sur le début de la... Donc on voit que sur le début de la trajectoire, évidemment, la distance diminue au cours du temps. Donc ça veut dire que la vitesse diminue. Par contre, sur l'autre partie, la distance commence de plus en plus à augmenter. Donc ici, la vitesse augmente. Donc on va parler de mouvement parabolique, décéléré puis accéléré. Donc décéléré sur la première partie, puis accéléré sur la deuxième partie. Alors, autre et dernière trajectoire, ici la trajectoire d'une valve de roue de vélo dans le référentiel du vélo, donc par rapport au centre de la roue. On observe évidemment comme trajectoire un cercle, on voit que les distances sont à peu près toujours les mêmes, donc on parlera de mouvement circulaire uniforme. Alors, maintenant, on va entamer les forces, puisque maintenant qu'on a rappelé système, référentiel, trajectoire et mouvement, on va s'intéresser aux causes de ces mouvements, les forces. Alors, on va commencer par différencier ce qu'on appelle les forces de contact et les forces à distance. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une force? Les forces qui s'exercent sur un système, qu'on va appeler le receveur, sont toutes les actions exercées par les objets extérieurs, qu'on appellera auteurs, sur ce système. Tout ce qui peut agir sur le système va pouvoir générer des forces. Alors, on distingue 2 types de forces. Les forces de contact où, évidemment, il y a contact entre le receveur et l'auteur. Exemple, cet haltérophile qui tient une haltère, évidemment, est en contact avec l'haltère par ses mains. Donc, c'est des forces de contact exercées par les mains sur l'haltère qui empêchent l'haltère de tomber. Ensuite, les forces à distance, c'est des forces qui s'exercent même s'il n'y a pas contact entre l'auteur et le receveur. La force évidemment la plus connue est la force exercée par la Terre sur les objets. Par exemple, la force exercée par la Terre sur cette haltère attire l'haltère vers le bas. C'est ce qu'on appelle le poids de l'haltère, mais il n'y a pas contact entre la Terre et l'haltère. Alors, on parle de caractéristiques d'une force. Alors, on représente toujours une force par un vecteur, un segment fléché, qu'on appelle un vecteur. Cette force, donc F, donneur sur receveur, ou hauteur sur receveur. Alors, elle est toujours modélisée par un vecteur force F qui a 4 caractéristiques. Un point d'application, là où s'exerce la force, une direction, quelle va être la direction? Alors, c'est une droite, donnée par une droite. Un sens sur cette droite, donc par exemple, si c'est l'horizontale, vers la gauche ou vers la droite. Et une intensité de force ou valeur de force, qui serait exprimée en newton et qui représenterait la longueur du vecteur. Cette longueur du vecteur sera proportionnelle à l'intensité de la force. Exemple, toujours pour notre exemple de l'haltérophile, là, vous avez ici les 3 forces qui s'exercent sur l'haltère qui sont représentées. La force exercée par la Terre ici sur l'haltère. Ensuite, alors le C c'est pour charge. Ensuite, la force exercée par la main gauche qui retient l'haltère, qui l'empêche de tomber, et la force exercée par la main droite, ici, qui retient également l'haltère. Alors,
Petit détail, le point d'application, là où s'exerce la force, ça dépend si on a affaire à une force de contact ou à une force à distance. Si on a affaire à une force de contact, c'est le point de contact entre l'auteur et le receveur de la force, ou le donneur et le receveur. Si c'est une action qui est répartie, c'est-à-dire qui s'exerce mais pas en un point, on prend le centre de la surface de contact. Et si par contre on a affaire à une force à distance, une action à distance, le point d'application sera G, le centre d'inertie ou centre de gravité du receveur, ici par exemple l'haltère. Alors au niveau méthode, dès que vous avez une situation concrète, on va faire ce qu'on appelle un bilan des forces. Alors première chose à faire, on donne le système puis le référentiel d'étude. Alors moi je prends toujours mon exemple de l'haltère. Le système serait l'haltère, de masse par exemple 50 kg, et le référentiel terrestre. On va observer par rapport à quelqu'un qui regarde l'haltérophile et qui est fixe par rapport à la Terre. Une fois qu'on a défini ces deux choses-là, on va faire l'inventaire des objets extérieurs qui peuvent agir sur le système. Ici, on a la Terre, la main droite et la main gauche. C'est les seuls objets extérieurs qui peuvent agir sur l'haltère. Ensuite, c'est facultatif, mais ça peut aider. On peut faire un diagramme objet-action, c'est-à-dire qu'on met le système d'étude au centre et ensuite on regarde les trois objets, on regarde si on a affaire à des actions à distance ou de contact. Ici, on a la Terre qui va exercer une action à distance en pointillé, représentée par une flèche en pointillé. La main droite et la main gauche en trait plein, puisque c'est des actions de contact. Ensuite, on en déduit du coup le nombre de forces. Donc, on fait un bilan des forces. Ici, il y a 3 objets extérieurs qui peuvent agir. Donc, du coup, 3 forces. La force exercée par la Terre, qu'on appelle aussi le poids. La force exercée par la main droite et la force exercée par la main gauche. Ensuite, on réfléchit aux effets de ces forces pour trouver comment on les représente et trouver les caractéristiques. Donc le poids, lui, il attire l'haltère verticalement vers le bas et la main droite et la main gauche empêchent l'haltère de tomber. Donc elles vont être verticales vers le haut. Donc voilà le schéma. Ensuite, on représente les forces par des vecteurs. Alors si on n'a pas d'échelle, on les représente sans échelle. Mais si on a des valeurs possibles, il faut les calculer ou on nous les donne. Et on représentera à l'échelle. On choisira par exemple 1 cm pour 2 newtons ou suivant ce dont on a besoin. Alors un autre exemple, puisque c'est ça qu'il va vous falloir savoir faire. Un rugbyman qui s'apprête à taper dans un ballon. Évidemment, le système va être le ballon, le référentiel terrestre. Les objets extérieurs, la terre évidemment toujours, le pied du rugbyman, le sol. Le diagramme objet-action, nous on a 3 objets extérieurs qui peuvent exercer des actions à distance pour la terre et de contact pour le sol et le rugbyman. Et donc 3 forces, la force exercée par la terre, le poids, la force exercée par le pied du rugbyman et la force exercée par le sol, ou qu'on appelle aussi réaction du support. Alors le poids attire toujours le ballon verticalement vers le bas. La force exercée par le rugbyman va mettre en mouvement le ballon dans la direction donnée par le pied. Et le sol, donc la réaction du support, c'est d'où son nom, retient le ballon, c'est-à-dire qu'elle va empêcher le ballon de s'enfoncer dans le sol, attiré par la terre. Donc c'est vertical vers le haut. Donc ensuite, on représente les vecteurs. Alors quand on n'a pas d'échelle, évidemment, on les représente sans échelle. Alors attention au point d'application. Ici, la force exercée par la Terre, donc force à distance, s'exerce au point G, centre d'inertie du ballon. La force exercée par le sol est une force de contact, donc s'exerce au point de contact entre le ballon et le sol. Et la force exercée par le rugbyman est une force de contact, puisque c'est le pied qui exerce. Donc, évidemment, point d'application, point de contact. Alors, les forces à connaître. On commence par les forces de contact. Alors, vous pouvez faire pause évidemment pour lire plus en détail. On a les réactions de support, exemple réaction d'une table où un solide est posé. La tension, dès qu'on a un fil, un câble qui n'est pas étirable, d'accord, on peut avoir des tensions, on appelle ça grand T. Pour un ressort, évidemment, la tension du ressort, qu'on peut appeler grand F pour le ressort, parfois appelé T aussi. Et attention, dès qu'on a un solide qui est en mouvement, on peut avoir des frottements évidemment du solide sur le support et on parle de force de frottement qui ralentit évidemment les objets. Les forces à distance, donc là 2 évidemment à connaître, très fréquentes. L'action de la Terre évidemment, le poids, force à distance, et quand on a un aimant exerce une force à distance puisqu'on peut avoir la force sans avoir contact entre l'aimant et le système.
On va s'arrêter un petit peu sur le poids, qui est une force évidemment à connaître et dont on peut toujours calculer la valeur, donc le poids d'un objet. C'est la force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet. Ses caractéristiques seront toujours les mêmes. Point d'application, centre de gravité de l'objet. Direction verticale du lieu, ça veut dire que c'est une droite qui est dirigée vers le centre, qui passe par le centre de la Terre. Le sens vers le bas, toujours, donc vers le centre de la Terre. L'intensité exprimée en newton, qu'on pourra toujours calculer. P égale m, donc la masse du système, fois petit g. G étant l'intensité de la pesanteur du lieu, donc ça change en fonction du lieu, qui s'exprime en newton par kilogramme. Et à la surface de la Terre, en moyenne, G vaut 9,8 newton par kilogramme, que vous pourrez trouver en général arrondi à 10 newton par kilogramme. Attention, petit détail, le newton par kilo peut être aussi exprimé en mètres seconde moins 2, donc mètres par seconde au carré, puisque vous verrez l'année prochaine que c'est une accélération. Alors, exemple du poids, voilà, toujours vecteur dirigé verticalement vers le bas. Alors, dernière chose là-dessus, le principe d'inertie que vous avez vu, ou première loi de Newton, vous verrez les deux autres l'année prochaine. Donc, un principe très intéressant parce qu'il nous permet évidemment de conclure sur des situations concrètes. Alors, la première loi de Newton a été énoncée en 1686 par Isaac Newton, évidemment. Alors, vous avez l'énoncé historique, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui et ne le contraigne à changer d'état. Alors, dire l'interprétation moderne, pour un observateur terrestre, tout corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc des forces qui se compensent, ça veut dire quoi? Si vous n'en avez que deux, des forces qui se compensent auront même direction, des sens opposés et même valeur. Par contre, si vous avez plusieurs forces qui se compensent et pas seulement deux, ça s'interprétera par somme des forces extérieures égale vecteur nul. Donc si j'additionne toutes les forces, ça doit être égal au vecteur nul. Si on a ça entraîne que le système est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Donc mouvement rectiligne uniforme, trajectoire une droite, la vitesse constante. Ça marche dans les deux sens. Si vous avez un système immobile, alors les forces se compenseront. Si vous avez un système en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces se compenseront. Alors, exemple d'application du principe d'inertie. On a ici une boule de curling qui est immobile sur la glace. Alors, d'après le principe d'inertie, puisque cette boule est immobile, les forces qui s'exercent sur cette boule se compensent. Donc ici, nous avons quoi comme force? On a le poids, donc force exercée par la Terre, et on a la réaction de la glace, donc qui empêche la boule de curling de s'enfoncer. Donc on a P plus R en vecteur égale vecteur nul. Attention à ne pas oublier les flèches, on est en une somme vectorielle ici. Et donc si je fais passer le P de l'autre côté, on a le vecteur R égale moins le vecteur P. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les deux forces auront même direction, mais à cause du moins des sens opposés. Mais si j'enlève les vecteurs et si je parle en valeurs, les deux valeurs, R et P, seront les mêmes. Donc du coup, ça se traduit comme ça. Le vecteur P vertical vers le bas avec une certaine longueur de vecteur. Point d'application G, centre d'inertie de la boule de curling. Par contre, le vecteur R, donc même taille, donc même longueur, mais point d'application, point de contact entre la pierre de curling et la glace, direction verticale comme P et sens par contre opposé vers le haut. Alors dernier exemple, un camion qui porte un bloc de glace non attaché évidemment, situation non crédible, mais donc la glace fait que ça glisse évidemment, il n'y a pas de frottement entre la glace et le camion. Que va-t-il se passer lorsque le camion va démarrer? Alors, le bloc de glace est immobile sur le camion, donc d'après le principe d'inertie, les forces se compensent. C'est toujours R et P, réaction du camion et le poids, force exercée par la Terre. Donc les deux doivent se compenser. Le problème, c'est que quand le camion va démarrer, les forces se compensent toujours, il n'y a pas de frottement, puisque même quand la glace est mise en mouvement, il n'y a pas de frottement. Donc, il se compense toujours, donc le bloc va rester immobile d'après le principe d'inertie dans le référentiel terrestre, mais le camion, lui, va avancer. Ça nous donne au final, le bloc de glace va tomber, va rester au même endroit alors que le camion va avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura servi, tous ces petits rappels. N'hésitez pas à faire pause à chaque fois pour re-regarder ou pour avoir un petit peu plus de détails. Bon visionnage plutôt.